Est-ce que nous serons tous les prisonniers du clic, les prisonniers des algorithmes, ou bien nous continuerons à exercer la maîtrise du clic? Est-ce que ce sera la force de la loi ou la loi de la force? Mais qu'est-ce que je fais dans ce monde pendant cette courte période qui s'appelle la vie? Mais vous savez, c'est le philosophe Nietzsche qui écrivait que le plus intime, c'est le plus universel. Et bien la géopolitique, c'est universel. Je suis vraiment heureux de vous présenter la synthèse de mes enseignements en géopolitique en 1 heure, c'est-à-dire le temps qui nous est imparti. Ce sera vraiment la synthèse de la synthèse. Donc je prononce d'abord le mot clé, la géopolitique. La géopolitique. C'est le mot aujourd'hui à toutes les sauces, vous pouvez les voir, à la télé où j'interviens, sur ICI, sur TF1, sur BFM, dans les écoles, je voulais dire de commerce, mais dans les business schools, etc. Tout le monde dit géopolitique, géopolitique, géopolitique. C'est en ce temps presque, comme disait De Gaulle, comme un cabri, sur la géopolitique, géopolitique. Le problème, c'est qu'il y a quelques années, ce mot n'a pas été prononcé, presque nulle part. Et même, je pourrais vous dire, en France, je peux vous expliquer pourquoi, ce mot a été presque interdit dans les universités, dans les business schools, etc. Le mot géopolitique ne connaît pas. La notion, le concept de géopolitique est vieux comme le monde. Mais le terme géopolitique, qui se prononce d'ailleurs dans toutes les langues indo-européennes à peu près pareil, geopolitics en anglais, géopolitique en allemand ou en russe, etc., eh bien ce mot-là disparu des radars. Peut-être je pouvais déjà vous poser les questions pourquoi. Parce que je pense que votre curiosité est déjà là, au rendez-vous. Je vais vous expliquer pourquoi. On va peut-être commencer par définir les mots. C'est très important, mes chers amis, d'avant de parler de quelque chose, définir les mots. Parce que si on ne définit pas les mots, après on utilise les mêmes mots, mais le contenu qu'on met dans ces mots-là est tellement différent que la confusion la plus totale qui s'installe dans les esprits. Donc il faut vraiment réinitialiser, update. Vous savez, comme votre smartphone, vous mettez à jour, donc vous devez mettre à jour les mots. Donc le mot géopolitique. Eh bien, le mot géopolitique, si vous cliquez sur le mot géopolitique, ça veut dire quoi le mot géo, à votre avis? Essayez de cliquer tout de suite. Essayez de faire des recherches. C'est quoi? Voilà, ça c'est une erreur à ne pas faire. Terrible. Parce que pendant longtemps en France, oui, c'est bravo. Voilà, notez bien. Pendant longtemps, dans ce pays, la France, le terme géopolitique a été réduit à la géographie. Mais la géopolitique n'est pas la géographie, parce que comme vous l'avez dit, ça s'appelle géo. D'ailleurs, apprenez à cliquer tout de suite sur TikTok, sur ChatGPT, sur je ne sais pas quelles sont vos sources d'informations. Cliquez, 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 cliquez. Tout de suite, cliquez. Eh bien, vous voyez, si vous cliquez, donc si vous cliquez, vous voyez que le mot géo, c'est le monde. C'est le monde dans l'Antiquité grecque. C'est le mot d'origine grecque. Donc, c'est-à-dire géo, c'est le monde. La géographie, ça veut dire quoi? Graphie. Ça veut dire quoi, graphie? Vous qui avez dit géopolitique, c'est la géographie. Graphie, c'est quoi? Oui, voilà, c'est ça. Dessiner, écrire, dessiner les cartes, etc. Mais le monde ne se limite pas à la géographie. Donc, c'est-à-dire, première chose à retenir, la géopolitique, ce n'est pas la géographie. Ensuite, c'est quoi la géopolitique? D'abord, je vais continuer la liste de ce qui n'est pas la géopolitique. Donc, la première chose, la géopolitique n'est pas la géographie. La géopolitique, ce n'est pas une science. Non, ce n'est pas une science. Regardez, par exemple, Donald Trump, Vladimir Poutine. Ils font partie de la géopolitique, n'est-ce pas? Mais ils ne sont pas vraiment des scientifiques. La scientifique, c'est quelque chose de très rationnel. Dans la géopolitique, il y a aussi ce facteur
irrationnel, ce facteur personnel qui est extrêmement important. Donc, ce n'est pas une science exacte, la géopolitique. Ensuite, souvent on dit, oh là, la géopolitique, c'est quelque chose de très sulfureux, c'est à l'intersection de l'espionnage, ou plutôt l'espionnage. Non, 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 non. La géopolitique, dans mon esprit, c'est quelque chose de très transparent, de très clair. C'est justement le contraire de l'espionnage. Souvent, on me dit, ah, la géopolitique, c'est la diplomatie. Si vous avez cliqué sur mon nom, vous pouvez voir tout de suite déjà que j'étais diplomate pendant 15 ans. Et j'étais diplomate, bon, j'ai tout fait pour ne pas devenir ambassadeur, mais j'ai quand même fait au début de ma carrière des choses assez intéressantes. J'étais en contact avec François Mitterrand, avec après Donald Reagan, après avec Mikhail Gorbatchev, etc., etc. Donc j'ai été diplomate pendant 15 ans. Tout de suite, je vous dis, la géopolitique, ce n'est pas la diplomatie. Mais finalement, c'est quoi cette géopolitique? Et pourquoi ce mot disparu des radars médiatiques, scientifiques pendant des années et des années et des années? Le mot que vous avez souligné, enfin le premier mot, géo, c'est le monde. Le monde dans sa globalité, la planète Terre. Il y en a d'autres, sans doute. Vous avez vu, aujourd'hui, il y a une expédition sur la Lune. Enfin, il y a quand même la planète qui s'appelle la planète Terre et qui est habitée par les humains. Ensuite, qui a déjà cliqué sur le mot politique? Ça veut dire quoi politique? D'où ça vient? Parce que dans le géopolitique, il y a géo, il y a politique. Politique, je vous écoute. C'est quoi le politique? Ça vient d'où? De quel, d'où ça vient? Oui? Bravo, bravo, très bien. Yes, you can. Donc, c'est-à-dire, politique, ça vient aussi du grec. Ça vient du mot polis ou cité. Il y a une déformation des deux. Et ça veut dire quoi finalement la politique, pardon? La politique, police, c'est une cité, c'est une entité géographique, n'est-ce pas? C'est un territoire, c'est une place. Eh bien, la politique au sens large du terme, ça veut dire la structuration d'une place géographique en termes de leadership. Et là, vous voyez plusieurs formes de régime politique. Il y a la dictature, il y a totalitaire, il y a autoritaire, il y a aussi la démocratie. Sachant que la démocratie n'a jamais été le régime politique le plus répandu à travers la planète. Voilà, donc on voit quoi déjà? Regardez, le géo, c'est le monde. Le monde, par définition, il est global, non? Global. Parce que l'un des synonymes du mot monde, c'est le mot globe, globe, planète, il est global, par définition. Et le mot politique, par définition, est local, n'est-ce pas? Parce que c'est une place. C'est une place. C'est une place géographique. Et là, notez bien déjà pour toute votre vie que la géopolitique, c'est la gestion, si vous préférez dans une école de management, le management du global, géo, et local, politique. Voilà, c'est ça notre première définition du mot géopolitique. C'est la dichotomie, permettez-moi d'employer ce mot dichotomie, c'est-à-dire la gestion de la contradiction à l'intérieur du seul phénomène, la dichotomie, entre global d'un côté et local de l'autre, c'est-à-dire on doit être dans la géopolitique globale et locale à la fois. Quand on vous dit, ah, vous devez choisir, soit vous êtes global, vous êtes planétaire, vous êtes mondialiste. En France, c'est presque péjoratif être mondialiste, cosmopolite. Et soit vous êtes patriote, accroché, attaché à votre terre. Mais non, mais non. Géopolitique, ce n'est pas une idéologie. Non, on ne fait pas de politique ici. On fait de la géopolitique. La géopolitique, c'est être global et local à la fois. Tout le monde a ses propres origines. C'est formidable. Sauf que vous devez globaliser vos origines aujourd'hui. Vous devez réinitialiser vos origines. Vous allez global tout en restant vous-même. Vous restez local tout en globalisant votre démarche. Identité au XXIe siècle. Vous savez, c'est presque le choix. Ce n'est pas du tout le fatalisme du lieu de naissance, parce que tout le monde ici est né quelque part. Mais c'est un choix.
c'est le choix délibéré d'une personne qui pilote sa vie. C'est ça l'identité du XXIe siècle. Je reviendrai sur le portrait à grands traits du XXIe siècle plus tard. Là, on est en train de définir le mot géopolitique seulement. Donc, c'est la dichotomie globale-locale à la fois. Après, vous pouvez me poser la question, pourquoi finalement ce mot a été comme ça jeté aux oubliettes, peut-être même interdit en France? Ça, c'est une question très intéressante. D'ailleurs, j'ai appris beaucoup de choses de mes propres étudiants qui ont fait des recherches là-dessus. Pour la première fois, le mot géopolitique, pas la notion de géopolitique. La notion de géopolitique, dichotomie globale, locale, vieux comme le monde. Mais le mot géopolitique a été inventé à la fin du 19e siècle par Bismarck. Bismarck était le patron de l'Allemagne, qui a réunifié les Länders, qui étaient disparates avant lui, accessoirement, qui a gagné la guerre contre la France à l'époque. Et donc, il a employé le mot géopolitique au sens force, power, puissance allemande à l'époque. Ensuite, vous connaissez la Première Guerre mondiale. Ensuite, vous connaissez la suite du XXe siècle, la bipolarité idéologique, ce qu'on appelle communément la guerre froide, entre deux systèmes à l'opposé, communisme et capitalisme. Eh bien, le monde n'était pas global, parce que le monde était partagé en deux. Il y avait comme symbole le mur de Berlin, qui séparait ces deux visions, deux perceptions du monde. Eh bien, les gens ne pouvaient pas voyager. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet. C'est-à-dire notre monde était séparé en deux. Et la géopolitique, c'est quoi? C'est le monde dans toute sa totalité, n'est-ce pas? Ben voilà, donc le mot géopolitique ne s'employait pas à cette époque-là. En plus, pourquoi en France c'était pratiquement interdit? Parce que dans certains milieux, je ne veux pas généraliser, il y a quelqu'un qui devait déjà employer ce mot-là, mais de façon générale, il n'y avait pas de syllabus, par exemple, dans les écoles, dans les universités de géopolitique. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde jure par la géopolitique parce qu'on ne peut pas, par exemple, être spécialiste de marketing ou des finances sans avoir cette vision globale du monde du XXIe siècle. C'est évident. Donc, tout simplement parce que souvent, le mot géopolitique, pendant la première partie, la deuxième partie du XXe siècle, était associé, vous savez à quoi? À l'Allemagne nazie. À l'Allemagne nazie. Je pèse mes mots. Donc, c'est-à-dire le mot géopolitique existe. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un événement. De quel événement je veux parler? Quel événement s'est passé à la fin du XXe siècle qui a mis fin à la bipolarité idéologique, qui a décloisonné le monde? Ben, c'est la chute du mur de Berlin. Notez bien, la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, c'est la fin de la bipolarité idéologique. C'est la fin du communisme. Et le communisme s'est craché, tombé, et donc voilà, il n'y a plus de bipolarité. Et le monde est devenu globalisé. Le monde est devenu globalisé. C'est-à-dire la géopolitique a refait son entrée, a refait surface, partout, dans les programmes pédagogiques, sur les chaînes télé, dans les bouquins, partout, tout le monde, géopolitique, c'est important. Ah, la géopolitique, oh là là, c'est nouveau ça. Ah, aujourd'hui, la géopolitique, ça prend le dessus sur l'économie, par exemple. Voilà. Donc, je disais aussi ce qui n'était pas la géopolitique. J'ai oublié une chose. Souvent, la géopolitique, on la cloisonne, réduit aux conflits et aux guerres. On dit oui, géopolitique, c'est... Oui, mais excusez-moi de vous dire qu'il y a quand même quelques oasis de paix qui restent. Bon, il y en a de moins en moins peut-être. Donc, c'est-à-dire la géopolitique, ce n'est pas seulement une étude sur les conflits, sur la conflictualité. C'est aussi propulsion vers un autre monde où peut-être nous vivrons mieux. C'est-à-dire il y aura moins de guerres, il y aura plus de dialogue,
plus de, je ne dirais pas collaboration, parce que le mot est connoté en France, mais interaction. Peut-être, pourquoi vous excluez ça de la notion de géopolitique? Donc, la géopolitique, reprenons la définition. C'est géo global, politique locale, c'est à l'intersection des deux, la gestion, le management de global et du local, mais ce n'est pas suffisant, évidemment. Et là, je veux partager avec vous quelque chose qui est assez subjectif, parce qu'en géopolitique, il n'y a pas de science exacte, il n'y a pas d'équation mathématique, il y a beaucoup de passion, il y a souvent beaucoup d'irrationalité, il y a le rôle de la personnalité dans l'histoire. Comment peut-on imaginer le monde d'aujourd'hui sans la personnalité de Donald Trump ou sans la personnalité de Vladimir Poutine? Ce n'est pas possible, quoi. Donc, je vais partager avec vous ma définition de la géopolitique que j'ai composée, peaufinée au gré de mes voyages à travers le monde, parce que cette école lycéenne m'avait permis, j'emploie au passé, peut-être aussi au futur, de voyager à travers le monde. J'ai enseigné, par exemple, pendant une dizaine d'années à Dakar, 2 fois par an. J'ai enseigné pendant 8 ans à Alger. J'ai enseigné en Chine, j'ai enseigné aux États-Unis. J'ai enseigné le monde dans le monde, à travers le monde. Comment peut-on enseigner le monde sans voyager à travers le monde? En Israël, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que à la frontière d'Israël, ils ne mettent pas le tampon dans le passeport, parce que sinon j'aurais eu quelques problèmes à la frontière algérienne, déjà. Donc voilà, et j'ai interrogé mes étudiants, parce que vous savez, j'apprends énormément de mes étudiants. Je ne sais pas ce que je peux vous apprendre, mais je sais que vous, grâce à votre jeunesse, et l'avenir appartient toujours aux jeunes, vous m'apprenez énormément. Et j'ai interrogé mes étudiants un peu partout dans le monde, c'est-à-dire j'ai formé, composé cette définition de la géopolitique. Finalement, c'est quoi? Le premier mot qui doit être à l'origine de cette définition, c'est quoi? Donc, ce n'est pas une science, ce n'est pas une étude, ce n'est pas une diplomatie, ce n'est pas un espionnage. Quoi? Est-ce que vous pouvez me donner votre premier mot clé, le mot clé de la géopolitique? Eh bien, ma première mot avec lequel j'ai fini par décrire la géopolitique, c'est une vision. Vision. Dans un monde, il y a deux, oui, tout à fait. Dans un monde où nous sommes souvent aveuglés par la rapidité des choses qui se passent, dans un monde où tout se bouscule, tout se télescope, peut-être il est important de dégager une certaine vision. C'est une vision multidisciplinaire, notez-le. Multidisciplinaire, c'est-à-dire c'est économie, c'est sociologie, c'est anthropologie, c'est histoire, c'est business, c'est finance, ça s'appelle multidisciplinarité. Je peux employer aussi le mot global ou le mot holistique. Notez bien le mot holistique. Si vous ne comprenez pas tout de suite la signification, vous cliquez. Holistique, c'est-à-dire c'est une vision multidisciplinaire, c'est une vision globale. C'est une vision subjective, notez bien. Tout dépend du professeur qui vous présente la géopolitique. Si par exemple, à ma place, il y avait quelqu'un d'autre, vous aurez présenté la géopolitique d'une façon astronomiquement différente. Vous devez assumer la subjectivité de votre regard en géopolitique. Voilà. Donc, je récapitule. C'est une vision multidisciplinaire, globale, holistique, subjective de quoi? Du monde. En géopolitique, c'est formidable parce que vous mettez la barre de votre ambition très, très haute. C'est-à-dire, vous expliquez le monde. Le monde que vous appartient. Pas seulement un pays, pas seulement un continent. C'est-à-dire, c'est une vision du monde, et ce n'est pas tout. C'est une vision du monde et de l'humanité. De l'humanité, c'est-à-dire des êtres humains qui habitent cette planète Terre. Après, permettez-moi d'être un peu dingue. Enfin, je pense que je le suis déjà un peu, mais bon. Vous savez, Erasme, c'est le principal philosophe de la Renaissance.
le principal philosophe européen, s'appelait Éloge de la folie. Notez bien, Éloge de la folie. Bah, Trump, il est complètement fou. Pourtant, c'est lui qui dirige la première puissance du monde. Et c'est lui qui rend notre monde dingue. Et si vous enseignez la géopolitique, peut-être il faut être un tout petit peu à l'unisson du monde. Ce que je voulais dire, c'est pas ça. Je veux dire que c'est une vision du monde et de l'humanité. Et là, ces derniers temps, j'ai tendance, de plus en plus souvent, à inclure les animaux dans notre vision du monde. Parce que non seulement les êtres humains, mais aussi les êtres vivants. Enfin bref, peut-être on verra ça un peu plus tard. Donc, c'est-à-dire, c'est une vision du monde et de l'humanité. Attention, dans leur permanente évolution. Parce que le monde du XXe siècle, ce n'est pas du tout le monde du XXIe. Le monde du XXIe siècle, ce n'est pas du tout le monde du XVe siècle. Donc, il faut vraiment intégrer la mutation, l'évolution constante du monde. Donc, c'est une vision du monde et de l'humanité dans leur constante mutation, évolution, transformation, transmutation, avec le but géopolitique d'identifier les plus grandes tendances du monde, les plus grands enjeux du monde. Et là, c'est l'importance de ne pas confondre le monde. Par exemple, au XXe siècle, la confrontation entre le communisme et le capitalisme était sans doute l'enjeu numéro un géopolitique, mais aujourd'hui, il est où le communisme? Voilà, il a disparu. Donc, c'est-à-dire identifier les enjeux du monde dans votre collimateur. Pourquoi on fait ça finalement? Pour mettre l'accent sur ce qu'on appelle en anglais, et d'ailleurs préparez-vous à la plupart des classes en anglais, driving forces of history. C'est-à-dire, c'est quoi driving forces of history? Ce sont les forces motrices de l'histoire. Qu'est-ce qui booste l'histoire? Ce sont quoi? Les idées. J'ai cité Erasme avec l'éloge de la folie. Les technologies, évidemment. Qu'est-ce qui booste l'histoire? Les entreprises. Qu'est-ce qui booste l'histoire? Les pays. Il ne faut pas quand même oublier les pays en géopolitique. Qu'est-ce qui booste l'histoire? Les religions, etc., etc. Donc, identifier les plus grands enjeux du monde et de l'humanité avec cet accent sur les acteurs du changement. Notez bien cette expression, acteurs du changement. C'est-à-dire, les acteurs du changement, ce n'est pas les témoins, ce n'est pas les commentateurs de l'actualité géopolitique, ce sont des acteurs. C'est eux le moteur du changement. Il faut les identifier, il faut les nommer, les acteurs du changement. Donc, je récapitule toute la définition et je garde le suspense pour la fin. Donc, c'est une vision multidisciplinaire, holistique du monde et de l'humanité, dans leur permanente, constante définition, enfin, de mutation, avec le but de mettre l'accent sur les grands acteurs du changement, change actor, grand acteur du changement, pour identifier les grands enjeux du monde, pour ne pas se tromper de monde, pour ne pas se tromper de siècle. Mais c'est quoi la finalité de tout ça? Et ça, c'est une question qui mérite d'être posée. Est-ce que c'est vraiment une discipline dans les syllabus pour laquelle vous pouvez avoir votre diplôme et oublier après, ou c'est autre chose? Et là, j'ai osé définir la géopolitique en tout dernier ressort comme l'identification de la place de chaque individu, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa géolocalisation, quelles que soient ses convictions, quelles que soient ses opinions personnelles dans le monde. C'est-à-dire, après la géopolitique dans mon esprit, chacun de vous doit s'interroger, excusez-moi de vous dire, sur le sens de votre vie. Mais qu'est-ce que je fais dans ce monde pendant cette courte période
qui s'appelle la vie, une courte période entre la naissance et l'autre extrême. Je ne vais pas prononcer le mot. Donc, qu'est-ce que je fais? Quel sens donner? Quel sens donner à ma place? Est-ce que je dois continuer mes études qui s'éternisent, qui débouchent souvent sur rien? Ou je dois créer tout de suite ma propre entreprise? Ou je dois tout simplement bourlinguer dans le monde, sac au dos, aller partout, en Australie, en Argentine, au Canada, partout. Peut-être que ce sera la meilleure chose à faire. Ou bien vous devez, comment dire, si vous voulez changer le monde, vous devez fonder votre parti politique, ou bien, sans parti politique, prendre le pouvoir. C'est pas moi. Vous devez vous interroger sur le sens à donner à la vie. Voilà. Et je vous soumets cette définition de la géopolitique. Je peux vous dire que quand j'avais proposé ça sur LinkedIn, je crois, enfin bon, comme j'écris beaucoup, je ne me rappelle plus exactement, j'étais très étonné. Il y avait beaucoup de gens, parmi lesquels il y avait beaucoup de collègues, pas des lycéennes, hein, d'autres écoles, qui me sont tombés dessus en me traitant de tous les noms. Mais comment il peut affirmer cela? C'est pas possible, cela. Quelle légitimité il a? La mienne. La mienne. Donc, c'est-à-dire parce que je donne ce sens très personnel, presque intime à la géopolitique. Mais vous savez, c'est le philosophe Nietzsche, grand philosophe, qui écrivait que le plus intime, c'est le plus universel. Eh bien, la géopolitique, c'est universel. Et la géopolitique ne doit pas occulter votre vie personnelle. Donc, on a défini le mot géopolitique. Le 21e siècle, votre siècle, c'est le siècle 21. C'est-à-dire ce siècle, vous allez vivre, vous vivez déjà. Ma génération, c'est une génération sortante. C'est-à-dire, ce n'est pas à ma génération qu'appartient l'avenir. L'avenir appartient à vous. C'est-à-dire, c'est à vous de piloter le monde avec responsabilité ou absence de responsabilité. Vous voulez construire un monde meilleur? Ce n'est pas compliqué aujourd'hui. Mais enfin, vous devez faire quelque chose. Hein. Ou vous voulez vivre dans un monde de prospérité, c'est-à-dire les fake news, où personne ne distingue plus ce qui est vrai, ce qu'il est faux, etc. Voilà, ça c'est une question que je vous adresse. Hein. Ce n'est pas à moi de répondre à votre place. Mais quels sont les enjeux du XXIe siècle? Je vais, comme on dit aujourd'hui, lister un certain nombre d'enjeux du XXIe siècle. Et la liste n'est pas du tout, comme on dit, complète, exhaustive, etc. Le premier enjeu, c'est le digital. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, l'humanité, au sens large du terme, l'humanité, c'est notre sujet géopolitique, vit non seulement un grand changement de mode d'emploi, mais sans doute le plus grand changement de son mode d'emploi depuis le début de l'existence de l'humanité. Vous voyez, je place la barre très très haut. Ce qui se passe actuellement, pas avec ces computers qui appartiennent déjà au passé, mais avec l'intelligence artificielle, avec les smartphones, et qu'est-ce qui va remplacer les smartphones dans quelques années, on vit, c'est un changement beaucoup plus important que, par exemple, la machine à vapeur qui était inventée au XVIIIe siècle. C'est beaucoup plus important que l'électricité qui était généralisée à la fin du XIXe. C'est quelque chose de colossal. Mais nous, on n'a pas assez de distance pour mesurer l'impact de ce changement-là. Donc, le digital, ce que j'appelle le clic. Le clic. Et d'ailleurs, je travaille beaucoup avec mes étudiants sur le mot de passe du XXIe siècle. Le mot de passe qui reflète la quintessence, l'essentiel de l'essentiel du XXIe siècle, qui est neutre idéologiquement, que tout le monde utilise. C'est l'air que vous respirez, c'est le clic. Tout le monde clique aujourd'hui. C'est le digital. Le digital, avant, on disait Internet, après, on disait social network, après, on disait je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, on dit l'intelligence artificielle. Demain, on dira quoi? Mais enfin, le clic restera. C'est le clic. Et l'enjeu du XXIe siècle est le suivant. Est-ce que nous serons tous les prisonniers du clic, les prisonniers des algorithmes que nous, les humains, nous avons créés, ou bien nous continuerons à exercer la maîtrise du clic?
Ah ben, la question se pose aujourd'hui. Les prisonniers ou les maîtres du clic? Ah ben, quel enjeu! Quel enjeu du XXIe siècle! Ça, c'est le premier enjeu, à mon avis. Le deuxième enjeu, c'est le fait qui passe presque inaperçu, mais ô combien important, c'est que la civilisation, parce que dans le monde où nous vivons, pendant des années et des années, depuis le début de l'humanité, existaient plusieurs civilisations. Civilisation, c'est un groupe de personnes qui est attaché aux mêmes valeurs, et qui va à peu près de la même perception de la vie et de la mort. Et donc cette civilisation, parmi ces civilisations, il y a la civilisation qui s'appelle la civilisation occidentale. C'est l'Europe au départ, après c'est les États-Unis, après c'est le Canada, après c'est l'Australie, c'est et cetera, Nouvelle-Zélande, sans doute, Israël. Cette civilisation-là, pendant 5 siècles, depuis la Renaissance en Europe, exerçait ce que j'appelle le monopole de l'histoire. Le monopole de l'histoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'exclusivité du pouvoir. Cette civilisation était la plus puissante. Et était la plus puissante depuis la Renaissance, c'est-à-dire depuis 5 siècles, pour le bien. Ah oui, parce que quand même, on a modernisé la démocratie qui avait été inventée à Athènes. On a fait pas mal de choses. On a fait la loi, on a modernisé la loi, etc. La démocratie, finalement, c'est quoi? C'est la liberté de choisir. C'est pas mal quand même. On a fait pas mal de choses dans le domaine technologique. Qui avait inventé pendant ces 5 siècles les choses les plus avant-gardistes, par exemple, machine à vapeur, j'ai déjà cité, les Anglais, donc l'électricité, les Américains, et cetera. Donc c'est la civilisation occidentale qui avait inventé quand même pas mal de choses. Vous ne pouvez pas dire non, c'était seulement le mal, mais le mal aussi. Regardez par exemple, je ne veux pas parler d'esclavagisme, c'est un peu plus compliqué, ce n'est pas tout à fait la civilisation occidentale qui avait inventé l'esclavagisme, mais le colonialisme, qui avait inventé le colonialisme? Chinois? Russes? Latino-américains? Ben non, les Européens. Et le colonialisme, c'est pas bien, hein? C'est pas bien du tout. Et après, qui avait inventé le fascisme et le nazisme qui ont été jugés par l'histoire? Les Européens. Qui avait inventé le communisme? Karl Marx. Karl Marx, c'était l'archétype d'un occidental. Donc, c'est-à-dire que cette civilisation occidentale a fait le bien, beaucoup de bien, et a fait beaucoup de mal, tout simplement parce que cette civilisation était la plus puissante. C'est fini. À partir du XXIe siècle, nous sommes déjà rentrés, dans un monde multipolaire, dans un monde où il y a de nouveaux pôles d'excellence. Je n'appelle pas ces pays émergents. J'appelle ces pôles d'excellence, c'est-à-dire les nouveaux, en anglais, c'est global stakeholders, c'est-à-dire les pays qui imposent leur tempo à la masse du monde. C'est la Chine, évidemment, c'est l'Inde, évidemment, c'est le Brésil, évidemment, demain, ce sera l'Afrique. Moi qui suis très attaché au continent africain, je sais à quel point ce continent a un potentiel colossal, sauf que ça ne marche pas pour le moment. Ça piétine pour le moment. Vous savez, je mets des heures et des heures avec mes étudiants à parler des vraies causes de ce piétinement des continents, par exemple, comme le continent africain. Mais demain, pourquoi pas? Donc, le monde est multipolaire. Le monde n'appartient plus aux Occidentaux. Le monde du XXIe siècle, c'est un monde où le mot modernisation ne signifie plus automatiquement l'occidentalisation. Si vous avez déjà voyagé à Dubaï, à Shanghai, etc., si vous comparez tout simplement les aéroports, c'est quelque chose de très visible, avec par exemple JFK, l'aéroport de New York, vous dites, oh là là, le pays du tiers-monde, ce n'est pas celui auquel on pense tout de suite, hein. Donc, c'est-à-dire la modernisation aujourd'hui n'est pas du tout la modernisation occidentale. C'est-à-dire le sol se dérobe sous les pieds des Occidentaux et finalement, ils sont déboussolés. Et le choix, je fais vraiment un raccourci, pour cette civilisation occidentale au XXIe siècle est entre renaître ou disparaître.
Disparaître, j'ai bien dit disparaître. Et renaître, comme c'était le cas pendant la Renaissance en Europe, parce qu'avant la Renaissance, si vous connaissez l'histoire, c'était le Moyen Âge. Ce n'était pas une période très glorieuse pour l'Europe. Et pourtant, l'Europe a trouvé la force au XVe siècle de renaître. Qu'est-ce qui nous empêche de renaître aujourd'hui? Peut-être c'est la mentalité, peut-être, je ne sais pas moi. Peut-être manque d'éducation, je ne sais pas moi. Peut-être un manque de bons professeurs, je ne sais pas moi. Mais comment c'était possible avant et ce n'était pas possible aujourd'hui? Ou disparaître. Vous savez, il y a beaucoup de civilisations qui ont disparu, hein. Mésopotamie, etc. Donc ça, c'est le deuxième enjeu, la perte par la civilisation occidentale du monopole de l'histoire. Et c'est lié aussi à la digitalisation, parce que le clic, c'est à la disposition de toutes les civilisations. En Afrique, en Asie, partout, les gens ont la possibilité de cliquer. Et ça globalise le monde et ça aplatit notre planète. C'est-à-dire, vous pouvez upload, c'est-à-dire télécharger vers le haut vos idées, quelle que soit votre géolocalisation. Et si vous ne faites pas ça, qui la faute à vous, parce que vous n'avez pas d'idées. Mais si vous avez des idées, qu'est-ce qui vous empêche de les généraliser, de les globaliser? Donc, troisième est lié, deuxième finalement, c'est que c'est le questionnement extrêmement profond de deux notions de base. La première, c'est la démocratie et la deuxième, c'est la loi. Ce sont deux notions qui étaient quand même à l'origine de ce qu'on appelle la civilisation occidentale. Regardez, la démocratie est née à Athènes et la loi, qui avait finalement inventé la loi? Qui? Ben, les Romains. C'est le loi, quand on étudie aujourd'hui, fait du droit à la fac en France, on fait finalement du droit romain, quoi, latin. D'abord, on va définir ce terme. La démocratie, c'est quoi? Si on l'est bien noté. La démocratie, c'est un régime politique, je répète, qui n'a jamais été le plus répandu à travers la planète, qui a été, au début, cantonné dans l'ère occidentale, mais après qui s'est propagé. Par exemple, l'Inde, c'est une démocratie, le Brésil, c'est une démocratie, la Corée du Sud, c'est une démocratie, mais ce n'est pas du tout, c'est pas du tout les pays, de la civilisation occidentale. On est bien d'accord. Donc la démocratie, c'est un régime politique, géopolitique, politique. Organisation de l'espace, d'une entité territoriale en termes de, structuration du leadership. 4 points, notés pour toute votre vie. Ce que je vous dis, je ne travaille pas pour votre diplôme. Je travaille pour votre vie, nuance. Il y a 4 étapes qui sont nécessaires, qui sont indispensables pour toute démocratie du monde. Vous pouvez les appliquer, ces 4 critères, à tous les pays pour savoir s'il s'agit d'une démocratie ou pas. Voilà. Donc, la première étape de toutes les démocraties, c'est le débat contradictoire. Il faut que différentes opinions s'expriment et ces différentes opinions doivent être relayées. Avant, c'était la presse écrite. Bon, avant, c'était même les manuscrits. Donc après, c'est la presse écrite. C'était aujourd'hui les réseaux sociaux, le clic, évidemment. C'est-à-dire, je ne dis même pas des partis différents. Je dis des opinions différentes. Finalement, c'est le pluralisme. Notez bien ce terme-là, pluralisme. Pluralisme, c'est la possibilité de s'exprimer librement, sachant que votre point de vue sera relayé et porté à la connaissance des citoyens. C'est très important. Regardez, Macron a gagné les élections, il n'avait pas de parti. Donc aujourd'hui, Trump avait une espèce de parti, mais enfin bon, c'est un simulacre, quoi. C'est lui qui s'est imposé. Mais il y avait quand même un débat contradictoire, n'est-ce pas, aux États-Unis. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape de toute démocratie, c'est une élection, ben, évidemment, parce que tous les dirigeants des pays démocratiques, ils ont cette légitimité électorale. On peut détester nos dirigeants. Combien de gens détestent Macron aujourd'hui en France? Mais il ne faut pas oublier que Macron était élu par le peuple français. Trump
Comme il y a de gens qui détestent, moi y compris, donc Trump, mais je ne mets pas en doute qu'il avait été élu par une très grande démocratie, celle des États-Unis. Donc, c'est-à-dire la légitimité électorale, l'élection. Troisième, est-ce que quelqu'un peut anticiper déjà? Troisième étape. La première étape, c'est pluralisme. Deuxième étape, c'est élection. Et à votre avis, une fois élu, vous pouvez être tranquille, peinard, etc. Et bravo, ma chère, bravo. Évidemment, c'est le principe qui a été inventé par Montesquieu, bravo la France à l'époque, qui était après un peu, comment dire, développé par Thomas Jefferson, qui avait écrit la Constitution américaine, ce qu'on appelle séparation des pouvoirs, ou en anglais, dans la Constitution américaine écrite par Thomas Jefferson, c'est System of Checks and Balances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les contre-pouvoirs, contrepoids. C'est-à-dire, vous êtes élu, mais vous ne pouvez pas vous reposer sur vos lauriers. Vous serez toujours challengé par la séparation de pouvoir. Il y a le Congrès, il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir des juges, il y a les médias, il y a les associations, etc. D'ailleurs, c'est ça la différence entre Montesquieu, la séparation des pouvoirs institutionnels, législatifs, exécutifs et judiciaires. Et Thomas Jefferson qui avait introduit le système de checks and balances dans lequel il avait introduit la société civile, les associations, par exemple Black Lives Matter ou MeToo. Ah oui, c'est un contre-pouvoir. Il est affaibli aujourd'hui, oui, mais je vais revenir sur ce point très rapidement. Et quatrième point, quatrième critère, qui exclut d'ailleurs beaucoup de pays africains de la définition de démocratie, c'est le respect du terme électoral. C'est-à-dire, si vous êtes élu pour un mandat de 4-5 ans, vous ne tripatouillez pas votre constitution. Vous respectez la loi et vous partez. Je ne sais pas où, mais vous partez. Et vous ne vous accrochez pas au pouvoir. Vous ne changez pas la constitution à votre guise. Voilà, 4 critères. Pluralisme, élection, système de contre-pouvoir, respect du terme électoral. Ce système était formidable pendant des siècles, je dirais, pendant 2 siècles. Ah ben aujourd'hui, je travaille beaucoup avec mes étudiants sur le sujet quel est le meilleur régime politique au XXIe siècle. Et vous savez, la plupart des réponses, non, monsieur Melnik, ce n'est pas la démocratie. Non, parce que la démocratie est molle, on manque d'autorité. Intéressant. Regardez, par exemple, les pays autoritaires. Ils peuvent prendre, les dirigeants, toutes les décisions immédiatement. Alors que dans les pays démocratiques, manque d'autorité. Les démocraties sont très lentes. Ah oui, on vit aujourd'hui dans un monde du clic. Le clic est instantané tout de suite, right now, immediately, instantanément. Et la démocratie, c'est lent. Il faut passer par toutes les étapes. Hop, on lance un débat. Ça prend du temps. Et après, on fait quoi? Eh ben, on ne sait pas. Alors que les autocrates, et aujourd'hui, l'alternative à la démocratie, c'est l'autocratie. Eh bien, l'autocratie, les autocrates, ils peuvent prendre toutes les décisions tout seuls très rapidement. Poutine, quelle opposition, hein? Donc, Trump, il a laminé l'opposition. Mais pour moi, l'Amérique reste encore une démocratie. La Chine, Xi Jinping peut prendre toutes les décisions tout seul aussi, politiques, je veux dire, pas économiques, mais politiques. Ne confondez pas, le communisme n'existe pas en Chine du point de vue économique, c'est le pays plus capitaliste que les États-Unis. Voilà, donc lenteur de la démocratie. Peut-être que la démocratie n'est pas adaptée au monde du XXIe siècle. Et quand je lance un débat et je pose la question à mes étudiants, les jeunes, est-ce que vous pensez par exemple que la France est une démocratie? Et vous savez souvent les réponses, mais non, ce n'est pas la démocratie. Vous vous rendez compte ce qu'ils disent? Si les gens aujourd'hui mettent en doute la démocratie dans les pays démocratiques, la France, ben, il n'y aura pas de démocratie dans les années à venir. C'est-à-dire pour une fois dans l'histoire, pas pour une fois, mais enfin,
depuis quand même 5 siècles au moins, la démocratie est interrogée. Les fondamentaux de la démocratie sont interrogés. Et la loi, et peut-être je vais déjà terminer, en tout cas approcher de la fin, oh là là, oh là 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 là, la loi. Eh bien, la loi, qui avait été inventée par les Romains, je l'ai déjà dit, c'est l'ensemble des règles écrites, notez bien, écrites, explicites, claires, rationnelles, qui doivent être exécutées par l'ensemble de la société. Et si vous ne les respectez pas, il y aura des sanctions. C'est ça la loi. Elle est où la loi aujourd'hui internationale? La loi internationale, pour remonter un peu, si vous voulez, aux origines, c'est le traité de Westphalie, c'est le XVIIe siècle, et qui a mis fin à la guerre entre catholiques et protestants. Après, c'était le traité de Vienne 1815. Après, c'est l'organisation de l'ONU. On a parlé avec Madame Sanson tout à l'heure du rôle de l'UNESCO, de l'ONU, etc. L'ONU a été créée, qui était censée arbitrer la loi internationale après la Deuxième Guerre mondiale. Bon, on peut se poser la question, mais elle est où cette loi-là aujourd'hui? Et aujourd'hui, on est rentré dans une période où il y a, notez bien cette expression, les ingénieurs du chaos. Quand je dis les ingénieurs du chaos, je pense d'abord à Poutine, je pense ensuite à Donald Trump et à beaucoup d'autres d'ailleurs, qui finalement se fichent complètement de la loi. Et même Donald Trump ne le cache pas. Il le dit, il n'y a pas de loi. La seule loi qui existe, c'est ma morale. Oh, j'ai pu envahir Greenland. Vous imaginez ce qu'il est en train de dire? Mais qui était le premier à être dans ce modèle? Poutine. Quand il a dit, bah, la Crimée est à moi. Attends. La Crimée est reconnue par la loi internationale en tant que partie du pays souverain, indépendant, qui s'appelle l'Ukraine, depuis l'effondrement du communisme et l'Union soviétique en 1991. C'est la loi. Et en plus, c'est les États-Unis qui ont reconnu, et la Russie a reconnu cette loi. Et après, Poutine dit non, la Crimée, c'est à nous, par exemple. Le Donbass, c'est à nous. Waouh! C'est-à-dire, ce sont les prédateurs. Vous savez, ce sont des carnivores dans le monde des herbivores. L'Europe est devenue herbivore parce qu'on n'a pas d'armée, on n'a pas vraiment de force de s'y opposer. On est souvent dans une sorte de parlotte, verbe, alors que justement, on est coincé entre ces deux bulldozers du chaos qui foncent, qui foncent, et finalement qui balayent complètement les normes et la loi internationale. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, le monde dans lequel vous vivez, et je vais terminer là-dessus, ce sera la force de la force de la loi, c'est-à-dire les règles du jeu qui sont plus ou moins respectées par tout le monde et finalement peuvent être synonymes de paix. Ou bien le monde dans lequel vous vivrez, ce sera le monde de la loi de la force. La loi de la force, c'est-à-dire vous sentez plus fort et vous écrasez les faibles. Donc la dichotomie, j'emploie encore une fois délibérément ce mot dichotomie, est-ce que ce sera la force de la loi ou la loi de la force? Voilà. Donc, et peut-être, une toute dernière chose, peut-être je peux laisser vous donner la possibilité de poser des questions, parce que c'est ça qui est intéressant, les interactions, vos questions. Je ne sais pas à quel point le temps nous le permet, mais on verra ça. Donc, je pense que, encore un enjeu que j'ai failli oublier, c'est le combat entre la vérité et la post-vérité. C'est-à-dire combat entre la réalité des choses et les interprétations manipulatrices. Ça s'appelle fake news. Comment distinguer les deux? Waouh! C'est pas facile. C'est pas facile de distinguer les deux, évidemment, parce que
Aujourd'hui, vous savez, la réalité, par exemple, c'est un ordinateur, n'est-ce pas? La réalité, c'est quelque chose qui peut être prouvé. C'est-à-dire, c'est un ordinateur, je peux prouver, vous pouvez prouver, mademoiselle aussi, que c'est un ordinateur. Mais si vous avez surtout certaine notoriété sur les réseaux sociaux, si vous avez un nombre de followers assez important, vous pouvez dire: «Non, non, c'est pas du tout un ordinateur, c'est une bombe nucléaire». Dire n'importe quoi, vous savez? Vous mettez ça sur les réseaux sociaux et à votre propre stupéfaction, il y aura énormément de gens qui commenceront comme ça à liker, liker, liker sur le truc sans se donner la peine de lire, de comprendre, d'expliquer. Donc, c'est-à-dire le clic dont j'ai parlé, ça peut être un formidable outil qui permet aujourd'hui à un enfant de, je sais pas, 3-4 ans, être potentiellement plus intelligent que tous les philosophes du monde, parce qu'avec un clic, il peut se brancher sur l'ensemble des connaissances du monde, mais ça peut être aussi un outil de débilité. Ça peut débiliser les gens. Eh bien, les fake news débilisent les gens, hein. Donc, c'est-à-dire, c'est le combat entre fake news et news, entre vérité et le phénomène qu'on appelle post-vérité. Post-vérité, c'est le mensonge, mais le mensonge qui est diffusé à un clic instantanément à travers le monde. Eh bien, c'est un vrai combat du XXIe siècle. Et quel monde préférez-vous? C'est à vous de répondre à cette question. Et moi, je suis persuadé, je termine là-dessus, que pour définir votre place dans le monde, c'est-à-dire on revient aux fondamentaux de la géopolitique, l'éducation joue un rôle primordial. Ce n'est pas une éducation coincée dans des syllabus, coincée dans des trucs administratifs. Non, l'éducation, c'est pas un métier, c'est une vocation de semer des graines dans les cœurs et les esprits des jeunes générations à qui appartient le monde. Et je termine toujours mes conférences, mes cours, en employant le mot très simple, en anglais. Je peux traduire évidemment en français, mais vous comprendrez quand je dis en anglais. C'est-à-dire, j'ai terminé mon travail. Vous m'avez donné la possibilité, le plaisir de parler pendant 1 heure. J'ai terminé mon travail et ce mot avec lequel je termine, c'est le mot composé de 3 lettres en anglais. C'est le mot you, vous. C'est-à-dire, merci beaucoup, c'est à vous de piloter le monde, c'est à vous de faire de la géopolitique. Merci. Je suis Alexandre Melnik, je suis professeur de géopolitique à ECN Business School. Je suis un ancien diplomate qui a travaillé dans la diplomatie pendant une quinzaine d'années. J'enseigne le monde, qu'on appelle la géopolitique, à travers le monde. J'écris, mon autobiographie va sortir dans quelques jours. Son titre est Le choix de la liberté. Le sujet qui était le nôtre aujourd'hui dans ce campus qui est magnifique, campus ECN Business School à Paris, à La Défense, c'était les fondamentaux de la géopolitique. Donc j'ai essayé d'abord de susciter la curiosité des étudiants sur le concept de géopolitique, définir le mot géopolitique, d'où ça vient, pour ne pas se tromper, par exemple, pour ne pas prendre la géopolitique pour la géographie, pour ne pas prendre la géopolitique pour l'espionnage, pour ne pas prendre la géopolitique pour une science exacte, etc. Et après, nous avons vu ensemble avec des étudiants, enfin les futurs étudiants ou les étudiants déjà, eh bien, les grands enjeux du monde du XXIe siècle. Et notre monde du XXIe siècle, c'est un monde global, globalisé, c'est un monde instantané, géré, piloté, rythmé par ce que j'appelle l'instantanéité du clic. C'est un monde où la civilisation occidentale n'exerce plus le monopole de l'histoire. C'est le monde où il faut vraiment distinguer le faux du vrai, ou le vrai du faux, donc c'est-à-dire les fake news et les news. Et j'ai terminé en disant que le monde du XXIe siècle vous appartient, c'est-à-dire appartient aux jeunes générations qui vont piloter ce monde-là dans les années à venir et j'espère pour rendre notre monde meilleur.